RMC, la grande gueule du jour. Le plus grand que nous ayons fait à ce jour pour montrer cette volonté et de rendre un peu au public ce que nous avons réussi au niveau économique. C'est Bernard Arnault lors de l'inauguration de la fondation LVMH aux portes de Paris. Il dit qu'il faut rendre au public aussi notre réussite et cette fondation LVMH expose des œuvres d'art moderne. Bah oui, dans les 5 plus grandes fortunes de la planète, on a un Français, Bernard Arnault, Cocorico, 4e. Alors, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a pris la première place à Bill Gates, qui est 2e. La fortune professionnel estimé de Jeff Bezos, et c'est 112 milliards de dollars. Ensuite, il y a Warren Buffett. Et puis donc, 4e, Bernard Arnault avec une fortune estimée à 72 milliards de dollars. Attention, c'est pas ce qu'il a dans son compte en banque. C'est la part de ses participations, notamment dans ses entreprises. Ça représente 72 milliards. Françoise Bettencourt est derrière. François Pinault est bien placé. Serge Dassault. Emmanuel Beignet, c'est intéressant, le patron de Lactalis, qui est l'un des Français les plus riches au monde, avec 12 milliards de dollars. La France va bien, dit Forbes. La France va bien. Les riches sont de plus en plus riches. Au total, les 40 premiers patrimoines français ont cru de 30% en 2017. C'est beaucoup plus que la croissance. La croissance économique en France, en 2017, c'était 2%. Donc, les riches sont de plus en plus riches. Oui, mais les riches sont de plus en plus riches. Mais je ne crois pas qu'il y ait autant de Français dans les 50 premiers qu'avant. C'est vrai, il y en a plus. Donc, il y en a plus. Bah oui. Il y a plus de Français. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc tu dis bravo Bernard Arnault. Moi je dis que d'abord richesse n'est pas vice, premièrement. Deuxièmement, en général, mais bien sûr, en général, c'est un signe de prospérité. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Au contraire. Tiens, vaut mieux que deux tu l'auras. Ici, je comprends que ça vous gêne que je rende hommage à la réussite, mais il se trouve que c'est ainsi. C'est une superbe réussite. Mais bien sûr que c'est bien sûr que c'est. Non, mais c'est non seulement une superbe réussite personnelle, mais c'est une réussite qui fait profiter la France et les Français. Donc, comme j'aimerais comprendre au nom de quoi on ne se féliciterait pas de cela. Les montants sont dingues pour les Français. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais quand je vois Jeff Bezos dire je gagne, c'est Bezos 110 milliards de dollars. Je gagne trop d'argent. Mais j'ai dit, mais mon gars, si tu trouves que tu gagnes trop d'argent, file les trois. C'est ce qu'ils font. Moi, alors pourquoi dire trop? On gagne jamais trop. L'autre jour, la moitié de sa fortune. C'est formidable, mais je comprends pas le sens du mot trop. S'il distribue, s'il trouve que c'est trop, je trouve ça formidable de le distribuer, c'est pas trop. Et qu'il file, il prend. Justement, la question des impôts. Tu lui envoies ton portable? Je vais lui donner, je vais lui laisser ma carte de visite, bien entendu. Il dit qu'il ne donne pas assez d'argent, sachant que Donald Trump a baissé les impôts des plus riches. Donc c'est un sujet politique. Non, il dit qu'il gagne trop d'argent. Non, il dit qu'il ne paye pas assez d'impôts. C'est la phrase, exact. Aujourd'hui, si vous voulez un autre chiffre, le sujet de la pression fiscale et le rapport avec la prospérité, il y aurait beaucoup à en dire. Je ne suis pas sûr que son analyse économique soit juste. Les 40 milliardaires français, c'est 265 milliards l'Amérique d'euros. Voilà, les 40 milliardaires français. Bravo Arnaud. Oui, enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Alors, Arnaud en lui-même, en plus, c'est une personnalité intéressante parce que c'est un grand collectionneur, parce que finalement, justement, comme il le disait, et il le fait vraiment, il redistribue au moins par le mécénat une partie et puis il représente une belle image de la France, puisqu'on est dans une image, en plus, finalement, de notre culture et de notre luxe, et d'un savoir-faire qui est extrêmement particulier. Voilà, on parlait des incivilités tout à l'heure. Au moins, on peut avoir cette fierté-là aussi, d'avoir cette image grâce à lui, du luxe dans le monde entier. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. C'est 6 fois le PIB du Bénin. Oui, alors voilà. La fortune de Bernard Arnault, c'est 6 fois le produit intérieur brut du Bénin. Ça, c'est extrêmement positif. Après, on peut aussi regarder le classement et se rendre compte que ce qui était auparavant, en fait, les grandes fortunes, c'était quoi? Alors, au début, en tout cas, du 20e ou pendant une grande partie du 20e siècle, c'était l'industrie, c'était l'immobilier, la pierre, enfin des choses. C'était Krupp. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On est sur des. Voilà, on est sur des. Nouvelle économie. Voilà. Nouvelle
technologie, luxe, investissement. Et pas lui. Pas lui, il est effectivement sur quelque chose de plus traditionnel finalement, mais du luxe, qui est quand même un peu à part. Moi, la vraie question, c'est si les Français riches sont de plus en plus riches, est-ce que nos pauvres ne sont pas de plus en plus pauvres? Parce que ce que j'aimerais pas... Mais non, mais c'est ça qu'il faut regarder. Pour se réjouir vraiment, il faut qu'on regarde et que pendant qu'il monte, il fasse monter tout le monde. Parce que c'est ça le but des grandes richesses dans un pays. Si on doit avoir des grandes richesses, c'est pour que le pays entier monte avec lui. En tout cas... À partir du moment... La théorie du ruissellement. Oui, mais c'est la seule chose pour laquelle, si tu veux, si on me démontre et si on me dit que nos pauvres sont que les pauvres français sont de plus en plus pauvres, et ben à ce moment-là, je me réjouirais moins. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a en France, il y a un lien. Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Il doit y avoir, si tu veux, une forte classe moyenne. Si tu veux qu'un pays soit bien, il faut que tu aies des très riches, mais que tu aies aussi une vraie classe moyenne au milieu. Incontestable réussite. Il se trouve que le luxe, c'est notre cheval de bataille, qu'on a su. Alors lui, contrairement à des tas d'autres Français, d'entreprises françaises comme Peugeot, comme Renault, qui n'ont pas su s'implanter en Chine de façon durable et avec la même force que par exemple les Allemands ou d'autres. Lui, il est arrivé à s'implanter en Chine. Parce que c'est la marque France. Liée au luxe, vraiment sur les gens qui peuvent acheter, parce qu'il y a plus de milliardaires en Chine qu'il y en a dans le reste du monde. Et il y a plus de... Non, il y a plus de milliardaires encore américains. Et les Chinois sont les deuxièmes. Et la classe moyenne chinoise représente bientôt 500 millions de personnes. Donc effectivement, il a tapé fort, il a tapé bien, et il a su... Simplement... je lis sur un dossier qu'en 2018, son patrimoine boursier sera moins taxé sur le revenu que le salaire d'un smicard. Il ne sera pas non plus soumis à l'ISF. Moi, je pense que la question que des gens gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont un génie d'entrepreneuriat, et bravo. Mais effectivement, pourquoi le revenu boursier est toujours immanquablement peu imposé, plus tu gagnes d'argent, donc là, effectivement, il y a de l'argent, il le gagne, mais plus tu gagnes d'argent, on voit bien que les bourses explosent. C'est-à-dire, on est toujours en train de nous dire, mais c'est la grande phrase de Macron, les gens qui se lèvent tôt, les gens qui se battent, les gens qui bossent, mais les gens, ils bossent pas pour le revenu boursier, ils ne font rien, ils payent des gens. Ils payent des gens qui savent placer leur fric. Et cet argent-là ne nous rapporte rien. Nous, la France, je parle pas de nous, citoyens, à la France. C'est quand même pas normal. Pour aller dans le sens d'Étienne Liebig, et je citerai nos amis de la France Insoumise, Bernard Arnault, selon la France... rancunier, toi. Non, mais je suis juste, plus que d'autres. Bernard Arnault a des actifs, selon la France Insoumise, dans 6 paradis fiscaux, dont un yacht et une propriété de luxe. C'est là où effectivement, je suis d'accord avec Étienne, là ça va pas. Non. Quand tu as 72 milliards de dollars de fortune professionnelle, tu peux mettre ton yacht en France. Non, mais attends, parce que Pierre Kupferman est avec nous de BFM Business. Bonjour Pierre Kupferman. Comment expliquer déjà ce bond de la fortune de Bernard Arnault, sa fortune professionnelle, Pierre? Il y a 2 raisons. La première raison, elle est un petit peu mécanique. Il faut savoir que Forbes fait un classement en dollars. Donc, à partir du moment où ça a été le cas l'année dernière, l'euro a vu sa valeur progresser de façon assez spectaculaire par rapport au dollar. Tous les milliardaires français ont vu leur patrimoine progresser de façon également spectaculaire, parce qu'il n'y a pas que Bernard Arnault, c'est vrai pour François Pinault, c'est vrai pour Serge Dassault, c'est vrai pour Xavier Niel. Non, Xavier Niel, c'est pas tout à fait vrai, mais là c'est pour une autre raison. Mais c'est vrai pour les frères Wertheimer, qui sont les patrons de Chanel, donc les actionnaires de Chanel. Vous voyez, il y a un effet mécanique. Bon, et après, vous avez un effet lié évidemment aux performances économiques de l'entreprise que dirige Bernard Arnault, qui est LVMH. LVMH a réalisé de très bonnes performances sur le plan économique l'année dernière, une bonne performance sur le plan des ventes qui ont progressé de 13%, le bénéfice net qui a progressé de 29%. Ça fait quoi? Ça fait que l'action de LVMH a progressé, et comme Bernard Arnault, il est propriétaire de 46% du capital de LVMH, et bien évidemment son patrimoine a progressé de façon
doublement spectaculaire. Voilà. L'entreprise et puis le dollar. Les 52 milliards, qu'on comprenne bien, entre guillemets, ce n'est pas son compte en banque personnel, Pierre Kufferman. Non, c'est pas du tout. D'ailleurs, il n'y a même pas le patrimoine, il n'y a pas les yachts, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On ne rentre pas dans la vie privée des gens. Bon, mais c'est son patrimoine, on va dire, professionnel. C'est ce qu'on connaît de sa fortune. Et c'est ça qui progresse de façon spectaculaire. Je voulais juste peut-être un tout petit peu intervenir par rapport à ce que vous disiez. Comme vous disiez, on taxe pas on taxe pas les revenus. Mais ça, on parle pas de revenus là, on parle du capital. Attention, on est d'accord. Et Bernard Arnault paye des impôts sur ses revenus, comme tous les Français. Hein. C'est quand même important de rappeler ça. On a une idée, Pierre Kufferman, pour faire le distinguo, qu'on comprenne l'échelle entre les 52 milliards qui représentent donc, si vous voulez, son poids professionnel et ce qu'est sa fortune personnelle. Est-ce qu'on le sait, ça, Pierre ? Ah non, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas précisément, peut-être que le fisc français le sait, hein, mais la valeur précise des biens immobiliers, par exemple, qui évidemment ne correspondent pas en valeur à la valeur du patrimoine professionnel, mais quand vous avez des superbes villas, on a découvert qu'il y en avait une du côté de Londres, il y en a évidemment partout dans le monde, ça, on ignore la valeur précise de ce patrimoine immobilier. Pour vous donner cet exemple, non, on ne connaît pas précisément ces éléments de fortune qu'on ne connaît pas. Quand Forbes fait ce classement, c'est la même chose pour le classement que fait le magazine Challenge. On ne parle que du patrimoine professionnel. D'accord. Alors une dernière question pour vous, Pierre, Marianne Soubré. Oui, bonjour. En fait, la France Insoumise donc accuserait Bernard Arnault d'avoir des biens ou en fait des choses détenues dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on en sait de ça en fait ? Alors la question, c'est pas vous détenez des biens dans un paradis fiscal, c'est une chose. Après, si votre bien il est détenu mais que vous le déclarez, il peut être dans un paradis fiscal, il est déclaré à l'administration fiscale, il n'y a pas de problème. C'est le fait de cacher, pas le fait d'être propriétaire dans un paradis fiscal. Non mais c'est légal. Non mais c'est légal. C'est légal. Le tout c'est que il y a quasiment de placer votre argent pour des raisons X ou Y. Oui, il y a quasiment plus de yachts à pavillon français, on sait très bien. Il suffit d'aller naviguer l'été en Méditerranée, c'est étonnant, il n'y a aucun pavillon français. Bon, on sait parce que c'est très taxé. C'était une erreur d'ailleurs, parce que en fait ça a un effet pervers, puisque ça pousse Bernard Arnault et les autres à aller ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, quand Bernard Arnault est la 4e fortune du monde, a-t-il besoin de grappiller encore quelques euros là-dessus ? Merci Pierre Kufferman de bfmbusiness.com. Merci d'être avec nous. Je peux vous lire 4 lignes sur internet rmc.fr. Celle d'Edouard qui dit c'est à gerber. Ah bon ? Et ben voilà ce qu'il m'écrit. Il m'écrit c'est à gerber. Soutien à François Ruffin. Merci patron. Rappelons où LVMH installe aussi certains sièges de société, où il déménage aujourd'hui certaines de ses boîtes. À l'étranger, toujours plus de pognon, m'écrit Edouard. Que faire de ces 52 milliards de dollars ? C'est à vomir, mais visiblement ça ne choque pas plus que ça. Vos grandes gueules, m'écrit Edouard. Non mais Edouard devrait se garder contre la gerbe un peu facile. Parce que je comprends parfaitement que l'on puisse être choqué entre la richesse d'un Arnault et la pauvreté qui existe. Je veux dire, cet écart extraordinaire. Et entre le sentiment de justice et aussi, quelque part aussi, le sentiment de jalousie, il faut résister contre ça quand on veut le bien des gens. Parce que je prétends qu'il n'y a aucun rapport entre la richesse des uns et la pauvreté des autres. Je prétends au contraire que plus il y a de riches, plus les autres s'enrichissent. Et je prétends... je prétends justement... Non, il faisait référence au film. Je vais jusqu'au bout. Avant demain. Je vais jusqu'au bout parce que j'ai aucune leçon à recevoir. J'ai aucune leçon d'économie à recevoir de gens qui sont encore dans le système communiste. Quand ils me montreront un régime communiste qui marche bien, j'écouterai un peu plus leur gerbe. Je dis simplement que ce qui fait les pauvres, ce qui fabrique les pauvres, c'est l'excès de fiscalité, c'est ce qui a cassé les entreprises. C'est aussi la naïveté formidable de tolérer effectivement du dumping, sans rentrer dans un processus, de tolérer du dumping avec de la concurrence déloyale de Chinois et des autres. Lui, il faisait référence à l'Europe de l'Est aussi, le dumping de l'Est. Je reviens sur l'idée centrale que j'ai entendue là. Ça n'est pas parce que les gens sont riches qu'il y a des pauvres. Il n'y a aucun rapport entre les deux. T'en sais rien, je veux dire. Tu avances des hypothèses. Ah oui, j'avance des hypothèses. Excuse-moi. Et toi, c'est pas des
des hypothèses quand tu m'expliques. Ah bon, d'accord. J'avance des hypothèses. Hypothèse pour hypothèse. Je constate simplement. Je constate empiriquement que ce sont les pays qui justement pratiquent le moins l'abus de fiscalité et justement créent des entreprises sans qu'il y ait l'esprit de lutte des classes qui marche le mieux. C'est tout ce que je constate pour le bonheur des gens modestes, je dis ça. Et pas pour me faire plaisir et pas pour avoir la gerbe facile. C'est ça que je veux dire. Dans un instant, la réponse d'Étienne, et puis nous serons avec Morad qui est du côté de Seine-Saint-Denis, gérant de société qui n'a pas envie de dire bravo à Bernard Arnault. À tout de suite. GG, Gilles William, Goldnadel, Étienne Libig et Marianne Soubré. Alors Étienne, réponse à Gilles William, Goldnadel avant d'écouter Morad de Seine-Saint-Denis. Je rappelle que, par exemple, il a délocalisé des productions en Pologne, par exemple Kenzo, qui a mis les gens qui travaillaient en France dans une situation terrible. Je pense que quand on est dans cette richesse et cet amour de la France, puisqu'il nous a expliqué qu'il redonnait par les œuvres d'art aux Français ce qu'il avait eu la chance de gagner, je pense qu'on a à cœur, par exemple, de plutôt avoir des entreprises en France et de ne pas délocaliser à la première occasion quand on tient un discours de ce type-là. Je pense que, par exemple, ça, c'est quand même quelque chose qu'on est en droit on est en droit de trouver ça hyper rude quand même, parce que c'est quand même en gros des entreprises qui ont profité de la France, de l'aide française. Ils sont quand même nés ici, ils ont progressé ici, et c'est grâce à l'image France qu'on vend à l'étranger. Le luxe, c'est l'image France. Il se sert de cette symbolique forte que représente la France dans le domaine du luxe. Or, il va délocaliser. Or, il va aussi aller dans des paradis. Bon, alors moi je dis au bonhomme bravo, parce que c'est un fin limier, mais je suis quand même un petit peu choqué par par exemple, les Américains ne feraient jamais quelque chose qui est aussi anti-patriotique. Ouais. Toi qui es très attaché au patriotisme, il est anti-patriotique, effectivement, quand on a cette possibilité et cet argent de délocaliser des entreprises. Amazon fait la même chose. Mais Amazon, c'est la première fortune du monde. Nous sommes avec Morad qui voulait réagir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, Morad. Est-ce que vous dites bravo, Arnaud? Écoutez, non, je dis pas bravo du tout, bien au contraire. Pourquoi? Quand j'entends certains chroniqueurs comme ça défendre ce milliardaire, ça me fait un peu de peine. Parce que pourquoi? Alors, je vous donne mon point de vue. Pour moi, ce type de milliardaire, je prends Bernard Arnault, mais je peux prendre des autres dont vous avez parlé, qui ont aussi beaucoup progressé, qui bénéficient d'avantages complètement injustes, du genre contournement des lois fiscales pour leurs entreprises, du genre on leur enlève... Morad, mettez bien le téléphone devant votre bouche, parce qu'on a du mal à comprendre. Excusez-moi, ou enlevez le petit kit éventuellement. Allez-y. D'accord, non, j'ai pas de kit. Vous m'entendez mieux là? Ouais, mieux. D'accord. Donc je disais qu'en fait, ce genre de milliardaires, avec leur entreprise, bénéficient d'énormes, avantages, genre contournement fiscal, déjà pour commencer. Comme disait aussi un autre de vos chroniqueurs, avec lequel je suis d'accord, ces gens-là se sont quand même servis et sont quand même nés en France, ont fait leur fortune en France, avec des salariés français, avec des consommateurs français qui les ont poussés à avoir des milliards et des milliards. Alors attendez, les consommateurs français, non. Alors LVMH, c'est une entreprise mondiale. Et aujourd'hui, une grande partie de la fortune professionnelle de Bernard Arnault, c'est les affaires qu'il fait en dehors de l'Hexagone. Sur le marché français, il ne serait pas 4e fortune du monde. C'est vrai, mais qu'est-ce qui lui a permis de se propulser sur le marché mondial? C'est le marché français. Oui, mais parce qu'il lui a permis de se propulser, c'est déjà son talent. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître le talent individuel des gens. Mais il est là le problème, c'est qu'on reconnaît du talent individuel, mais alors que fit des salariés? Est-ce que les salariés d'LVMH, je ne crois, ils ne se plaignent pas. Moi, les autres Kenzo, mais les salariés d'LVMH, j'imagine, sont contents que leur entreprise se porte bien. Après, est-ce qu'ils sont augmentés autant que l'est Bernard Arnault? C'est une bonne question. Là où je suis d'accord avec Morad, c'est qu'on peut attendre d'une énorme fortune, et particulièrement de la 4e fortune du monde, on peut attendre une éthique. Et une éthique dans la gestion de son entreprise, etc. Moi, je pense que c'est plutôt là-dessus.
Alors, il est clair que il a priori, si la délocalisation elle se fait en Europe, il a bénéficié tout simplement aussi d'une législation européenne dont on peut penser d'ailleurs, et moi je le pense, que ça favorise le dumping. C'est vrai, mais sauf que c'est pas illégal. Non mais oui, non mais tu vois, non mais je veux dire, aujourd'hui, c'est la bourse. C'est très bien porté en 2017. Hein. Ça n'a rien à voir avec les lois fiscales. Clairement, mais on peut aussi attendre de lui une éthique dans la gestion de ses entreprises. Pourquoi une éthique? Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'éthique là? Non, pas du tout. Non, je veux bien qu'on fasse un procès sans kiff contre Bernard Arnault. Gilles William, laisse-moi terminer. Je n'ai jamais accusé. J'ai dit, j'accuse pas. J'ai dit qu'on peut, et je comprends l'interrogation de Morad, mais moi j'accuse de rien, puisque je viens de dire que s'il délocalise en Europe, il ne fait que bénéficier. Morad, merci, je vous envoie un t-shirt DGG. Eddy est avec nous. Bonjour Eddy. Oui, allô, bonjour. Eddy, entrepreneur. Vous dites bravo Arnaud ou vous nuancez? Effectivement, je pense qu'il faut s'en féliciter. Je pense que ça serait une erreur que de dire non, on est honteux d'avoir ce monsieur dans le classement. Non, je pense qu'effectivement, il faut vraiment en être fier. Par contre, là où je trouve qu'effectivement, on est un peu naïf, c'est que déjà, premièrement, l'argent qu'il investit dans sa fondation, je pense qu'il lie l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que forcément, ce monsieur, s'il l'a fait, c'est qu'il a des avantages fiscaux derrière ses investissements sur sa fondation. Bien sûr. Donc, il n'est pas obligé de le faire. Non, il n'est pas obligé. Je dis pas qu'effectivement, c'est pas. Voilà. Il n'avait pas envie de le faire, mais peut-être ça l'a contribué à le faire. Moi, je pense que François Ruffin ne peut pas le faire, par exemple. Non, mais l'art a quand même énormément progressé, et dans l'histoire mondiale de l'art, c'est grâce à des grands mécènes comme ça que l'art a pu progresser. Enfin, là, par contre, laissez finir le raisonnement d'Eddy. Allez-y, Eddy. Je suis totalement d'accord avec vous. Je dis juste qu'en fait, il y a des priorités et que tout l'argent, en l'occurrence, qui gagne, ou du moins ses bénéfices, je ne comprends pas qu'on légifère pas aujourd'hui pour quelque part appliquer sur une partie de ses bénéfices, une partie qui serait redistribuée sur un organisme qui pourrait financer des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui... ça s'appelle l'impôt. Oui. Non, mais aujourd'hui, en l'occurrence, il y a effectivement des réseaux, mais il y a des gens qui n'ont pas de réseau, il y a des gens qui n'ont pas de contact, et quelque part, je trouve que ça serait normal qu'une partie de ces bénéfices puisse être collectée, comme toutes les grosses entreprises ou les grandes fortunes, pour justement financer des jeunes entrepreneurs. Parce que vous avez des gens, si demain vous leur prêtez 5 000, 10 000 euros, ils vont savoir quoi faire, ils vont savoir entreprendre. Oui, mais on va vous rétoquer que parmi ces plus grandes fortunes du monde, il y a des gens qui ont commencé jeunes entrepreneurs et qui ont réussi. Il n'y a pas que les héritiers, il y a des héritiers. Par exemple, Bettencourt, c'est une rentière héritière. Mais il y a ceux qui sont partis de rien, qui ont bâti une fortune. Moi, ce qui me choque plus, c'est quand même il y a une disproportion. Et c'est bizarre que personne n'en parle autour de la table. Je termine. Il y a une disproportion. Moi, ce qui me choque plus, je suis étonné que vous soyez pas. C'est la disproportion entre la croissance du capital qui va très très vite et la croissance des salaires et de l'économie réelle. La croissance des salaires, c'est 1 ou 2%, la croissance du capital, c'est 12%. C'est ça. Merci. Et sur lesquels on n'est pas imposé de la même manière. Dans un instant, le match des grandes gueules. Restez sur RMC numéro 23.